Bonjour à toutes et à tous. Je vous propose qu'on débute ensemble ce nouveau webinaire qui s'inscrit dans le cadre de la saison thématique Répondre aux enjeux du logement dans les petites villes de demain. Je suis Emmanuelle Lebris, directrice adjointe du programme Petites Villes de demain, et donc j'aurai plaisir d'animer ce temps qui nous rassemble aujourd'hui. Comme d'habitude, quelques petites consignes logistiques. Je vous invite à poser tout au long de cette heure vos questions dans l'onglet questions-réponses que vous trouverez en bas au milieu de votre écran. Et si jamais vous avez un problème technique, le chat est là pour ça. Donc aujourd'hui, ce deuxième webinaire, Les clés pour agir, traitera du sujet de l'accompagnement que vous pouvez mobiliser pour la rénovation énergétique des logements. Vous le savez, c'est un enjeu primordial dans bon nombre de petites villes de demain. Et nous avons notamment l'ANA avec nous, qui est un des partenaires phares du programme Petite Ville de demain. Pour citer quelques chiffres sur l'engagement de l'ANA auprès des plus de 1600 communes, au 1er juillet 2023, l'ANA mobilisait 334,9 millions d'euros au titre du financement national des projets de rénovation de l'habitat, ce qui a permis de rénover plus de 34 000 logements dans les petites villes de demain. Et à côté de ces dispositifs, il y a également MaPrimeRénov' qui mobilise aujourd'hui plus de 826 millions d'euros en faveur des petites villes de demain, donc au titre de MaPrimeRénov' et depuis le lancement du programme et de ce dispositif. Nous pouvons notamment noter que c'est déjà plus de 83 millions d'euros engagés depuis l'année 2023. Après ce préambule, nous avons, comme d'habitude, mis à l'honneur aujourd'hui une petite ville de demain, un territoire petite ville de demain. Nous avons donc le plaisir d'accueillir la communauté de communes de Plateau de Caux en Seine-Normandie, qui est représentée aujourd'hui par Madame Courroyer, donc chef de projet Petite Ville de demain sur les communes d'Oudeville et de Yerville. Bonjour Madame Courroyer. Nous avons également cette communauté de communes, et donc Madame Courrier est également accompagnée par INARI, qui est une association agréée, mon accompagnateur Rénov', qui est aujourd'hui représentée par Madame Linan. Bonjour, bonjour Madame. Et puis, donc, nous avons également deux intervenants partenaires du programme Petite Ville de demain. Alexandre Huet, qui est adjoint auprès du chef de service Habitat digne et durable à l'ANA, qui présentera France Rénov', donc le service public de la rénovation de l'habitat, mais également mon accompagnateur Rénov', qui est un assistant à maîtrise d'ouvrage ou un opérateur agréé par l'État ou désigné par une collectivité. Et puis pour conclure ce webinaire, nous donnerons également la parole à Amélie Quillet, qui présentera Urban Vitalis, donc un outil numérique qui peut vous aiguiller dans vos projets de réhabilitation de foncier, dont la destination finale peut être la création de logements. Comme d'habitude, nous réservons un temps de questions-réponses à la fin de ce webinaire, mais sans plus attendre, je vous propose d'entendre Madame Courroyer pour nous faire un retour d'expérience sur le territoire intercommunal et sur les futurs projets de rénovation énergétique des logements. C'est à vous, Amélie. À bugué ou pas? Alors, je crois que nous avons un petit souci technique. Je me suis laissé quelques secondes pour voir comment ça s'ajustait. Petit problème de connexion concernant Madame Courrier. Tiffany Lenormand, je vous propose de prendre la main et nous rattraperons les choses dans le bon ordre ensuite. Merci à vous. Tiffany Lenormand, responsable habitat au sein de l'association INARI. Pour vous rappeler à tous un petit peu quel est le rôle de notre association et qui nous sommes. Donc, nous sommes une association qui est en place depuis plus de 70 ans maintenant et on accompagne les propriétaires dans le cadre de projets de rénovation, principalement sur des dossiers qui après aboutissent auprès de l'Agence nationale de l'habitat en termes de dossiers. Et historiquement, nous étions conseillers Info Énergie, donc on a aussi la mission France Rénov'. On intervient sur toute une partie nord-ouest du territoire. Donc, notre association est axée autour de 4 axes. Donc, un axe habitat dans lequel on a un accompagnement contre la lutte contre la précarité énergétique, l'insalubrité,
l'adaptation des logements au handicap. Donc, dans ce cadre-là, on assure des études préopérationnelles, on pilote avec du suivi animation des opérations programmées d'amélioration de l'habitat, on réalise des audits. On a un volet ingénierie sociale où on accompagne les publics défavorisés, mais aussi des bailleurs sociaux dans des missions d'ARE, donc d'accompagnement au relogement pendant des phases de travaux de rénovation énergétique notamment. Via les audits et les diagnostics énergétiques, on a aussi une vision à agir ensemble pour réduire les consommations d'économie d'énergie et notamment la consommation de gaz à effet de serre. Et on a un volet formation donc, dans lequel on forme nos agents sur le long terme. Et tout ça est notamment possible grâce à l'animation aussi qui se fait au sein du réseau ATO auquel nous appartenons. Donc, comme je vous le disais, on fait partie d'un réseau, le réseau ATO, qui a un rayonnement national dans lequel on retrouve aussi d'autres opérateurs, mais aussi des bureaux d'études type que Planis qui fait de la VRD et des études un peu plus poussées. Concernant Inari, donc nous avons 5 agences implantées sur le nord-ouest, 3 agences dans les Hauts-de-France et 2 agences sur la région Normandie. Merci beaucoup, Tiffany. Je crois qu'Amélie nous a rejoint et que la connexion va mieux. Je vous propose, si cela vous dérange pas, de reprendre le fil Il n'y a initial pas et de je vous souci, je redonnerai reprendrai après. évidemment la main ensuite. Toutes nos excuses pour ce quelques petites difficultés techniques. Amélie, c'est à Bonjour, vous. On bonjour à recommence. tous. Merci Madame Lebris. Toutes mes excuses pour ce problème technique. Donc je suis Amélie Courroyer, chef de projet Petite Ville de demain, donc au sein de la communauté de communes Plateau de Caux. Je suis en poste depuis 2 ans. Donc la communauté de communes Plateau de Caux se situe donc en Seine-Maritime, en Normandie. Elle regroupe 40 communes et compte 21 000 habitants. Euh, les deux principales communes, donc Doudeville et Yerville, donc elles ont toutes les deux 2500 habitants chacune. Elles sont lauréates du programme Petite Ville de demain. Euh, la communauté de communes donc, bénéficie des dynamiques du littoral, donc de la vallée de la Seine, mais aussi de la proximité des 3 grandes villes, donc Le Havre, Rouen et Dieppe. Pour vous présenter un peu le parc de logements, donc la communauté de communes se compose de 90% de logements individuels. On constate une surreprésentation donc, de logements anciens, environ 23% des maisons du territoire ont été construites avant 1919. À l'échelle de la communauté de communes, donc le taux de logements vacants est de 6,6%. Donc, en soi, le taux est en dessous donc, de la moyenne départementale qui se situe à 8%. Mais on reste tout de même vigilant donc, sur le sujet car le taux de logement vacant progresse quand même. Depuis 5 ans, il a augmenté de 2 points. 2 communes du territoire ont un taux de vacances particulièrement élevé, donc la commune de Doudeville a un taux de 13%, et la commune de Saint-Laurent-en-Caux, qui est un pôle secondaire donc, de notre territoire, elle a un taux de 9,7%. Et d'après les chiffres donc, du service de mission de lutte contre l'habitat indigne, donc de la DDTM, 203 logements étaient potentiellement indignes en 2019 au sein de notre communauté de communes. Donc tout ça pour vous dire que l'amélioration donc, de l'habitat fait partie des enjeux pour notre communauté de communes. Donc pour plusieurs raisons en fait, hein, parce que l'amélioration de l'habitat, ça a un impact positif donc sur l'attractivité, sur l'accueil des nouveaux ménages et le confort des habitants. Je vais ensuite vous présenter donc les subventions que nous proposons. Donc alors l'opérateur Inari intervient donc au sein de la communauté de communes afin d'accompagner donc les propriétaires, qu'ils soient occupants ou bailleurs, dans leur projet d'amélioration donc de l'habitat. Au sein de notre communauté de communes, Inari intervient dans le cadre donc, du PIG, du programme d'intérêt général du département, dans le cadre de France Rénov et dans le cadre des aides que la communauté de communes a pu mettre en place. Donc, dans le cadre du PIG, donc la communauté de communes donc, fait partie du PIG, donc c'est le programme d'intérêt général du département de la Seine-Maritime. Ce programme vise
améliorer et à adapter l'habitat des ménages les plus modestes. Il permet de bénéficier de subventions complémentaires aux subventions nationales, donc de l'ANA, par des aides, par exemple, de la CAF, de la région, euh, des caisses de retraite, par exemple. Donc, ce dispositif est financé par le département et donc gratuit pour les particuliers. Dans le cadre de France Rénov', donc là, il s'agit d'un service public. Je pense que tout le monde connaît ce dispositif, donc qui est financé donc par la communauté de communes. L'objectif est donc de renseigner les usagers donc sur les aides financières disponibles, de guider et d'orienter en fait les ménages souhaitant réaliser des travaux donc de rénovation énergétique. Et enfin, donc Inari intervient dans le cadre des aides financières, donc la mise en place par la communauté de communes. Donc là, c'est financé par notre communauté de communes. Et ces aides donc, concernent les travaux, donc les travaux suivants, donc l'adaptation donc, des logements pour les personnes en perte d'autonomie. Donc c'est l'adaptation des sanitaires, l'agrandissement de couloirs, de portes ou des suppressions de marches, l'amélioration donc, du cadre de vie. Euh, donc tout ce qui est ravalement de façade, toiture et petits bâtis de caractère. Donc c'est vraiment de entretien de patrimoine, on va dire. Les aides donc varient entre 20 et 25% donc du montant des travaux. Elles sont plafonnées et dépendent voilà, du type de travaux. Là aujourd'hui, donc la communauté de communes envisage de compléter son dispositif par la mise en place donc d'une aide. L'objectif est d'encourager la rénovation énergétique des logements et d'aider les ménages à faible revenu à réduire leur consommation et favoriser la réduction des émissions de gaz à effet de serre au sein de notre territoire. Le contenu, je ne peux pas vous en dire plus, le contenu de cette aide et les conditions, les critères d'éligibilité restent à définir à ce jour. Une chose est certaine, c'est que le dispositif d'adaptation des logements sera maintenu. Par contre, la question se pose concernant le maintien de l'aide intitulée Amélioration du cadre de vie. Aujourd'hui, la volonté politique est que les recettes fiscales liées à la transition énergétique soient fléchées vers ce dispositif. Donc, je vous remercie pour votre attention et laisse maintenant la parole à Madame Lenormand, si je ne me trompe pas, voilà, qui est notre conseillère donc, chez Inari, pour qu'elle vous présente donc, notre partenariat. Merci Amélie Courroyer. Effectivement, nous allons redonner la main à Tiffany Lenormand qui a déjà pu évoquer l'identité et les missions de la structure Inari et de son réseau. Je vous propose d'atterrir directement effectivement sur la carte de vos opérations. Je vous laisse reprendre le fil de votre intervention. Merci à vous. Euh, Donc voilà, donc on est présent voilà, à l'échelle de la région Hauts-de-France et de la région Normandie, comme je vous le citais tout à l'heure. Donc on peut voir qu'on intervient un petit peu sur tout type d'opérations programmées, les OPA, les OPA RR, OPA RU, mais aussi des guichets uniques de l'habitat qui regroupent à la fois des plateformes territoriales de rénovation énergétique et des opérations programmées. Euh, qui se rapproche un petit peu de la gestion qui peut se faire sur le territoire de la communauté de communes de Doudeville-Hermier. Même si c'est deux programmes différents, nous assurons quand même un rôle d'entrée, de porte d'entrée unique des ménages sur le territoire via les deux différents dispositifs. Merci. Donc aujourd'hui, on a un effectif de 56 salariés qui est en constante évolution depuis 2019, hein, on recrute et on essaie d'être au plus près possible des besoins des propriétaires. On actualise actuellement des recrutements pour être plus adaptés, on va dire, à mon accompagnateur Rénov qui arrive au 1er janvier, qui refonde aussi nos métiers tels qu'on les a connus, hein, qui étaient plutôt à destination des publics modestes, très modestes, et qui s'orientent vers un accompagnement plus poussé aussi des ménages
aux ressources intermédiaires et supérieures qui jusqu'alors bénéficiaient en effet du conseil France Rénov, mais n'allaient pas jusqu'à une visite forcément à domicile pour tous les propriétaires. Sur la communauté de communes de Doudeville, donc comme l'a indiqué Madame Courroyer, on intervient dans le cadre du programme d'intérêt général du département de Seine-Maritime. On a une permanence par semaine sur le territoire qui est financée par le département de Seine-Maritime dans ce cadre. On a une permanence sur le volet des aides propres à la communauté de communes du plateau de Caux d'Aubevilliers-Herville, donc qui se matérialise aussi par une permanence sur le territoire. Et enfin, on a deux permanences qui sont financées dans le cadre de l'espace France Rénov par donc c'est un cofinancement région Normandie, certificat d'économie d'énergie et communauté de communes de Doudeville-Herville. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on anime 4 permanences sur le territoire. Elles ont des financements différents, cependant, on les anime de la même manière. Un propriétaire qui vient nous voir sur une permanence PIG, même s'il est en plafond de ressources intermédiaires et supérieures, on ne va pas le faire revenir sur une autre permanence, on va prendre le temps de l'orienter tout de suite selon ses besoins en termes de rénovation énergétique ou d'adaptation de son logement à la perte d'autonomie. Donc les chiffres clés sur le territoire sur 2022, donc il y a eu 4 dossiers propriétaires bailleurs d'accompagner. Il faut savoir sur la région, sur le département 76, dans le cadre du programme d'intérêt général, les propriétaires bailleurs n'étaient pas une cible à proprement parler, hein, d'où le peu de nombre de propriétaires bailleurs accompagnés. Ces propriétaires bailleurs ont été accompagnés de 2 manières. Deux propriétaires dans le cadre du conventionnement ANA avec travaux et 2 propriétaires dans le cadre de MaPrimeRénov. Donc ça, c'est vraiment une nouveauté depuis la mise en place de MaPrimeRénov, l'accompagnement des propriétaires bailleurs sans conventionnement, mais qui peuvent quand même bénéficier d'une aide aux travaux, donc sans engagement derrière de louer un loyer maîtrisé. C'est 114 dossiers propriétaires occupants accompagnés pour 216 dossiers financés. Donc, on voit bien, hein, chaque dossier propriétaire occupant peut bénéficier de plusieurs types de subventions, hein, comme a pu l'indiquer Madame Courroyer. On a à la fois le département, la région, on peut avoir les caisses de retraite ou la communauté de communes. Et le tout a permis de générer 1 800 000 euros de travaux sur le territoire sur cette période de 2022 pour 1 300 000 euros de subventions d'aide, donc ce qui n'est pas négligeable. Au niveau de l'accompagnement qu'on apporte aux ménages, hein, on va reprendre un petit peu, mais ça recoupe ce qui va être demandé aussi notamment via MaPrimeRénov, et j'évoquerai les quelques points d'attention qui changeront par rapport à ça. Donc le premier lieu, c'est prendre contact avec le conseiller en permanence par téléphone. On a aussi un outil de prise de rendez-vous en ligne pour les permanences. Donc, selon le cas de la porte d'entrée, on va avoir un conseil de premier niveau ou un conseil personnalisé qui n'aboutira pas forcément sur une visite technique derrière. Dans le cas d'éligibilité à un dispositif qui permet derrière de bénéficier des subventions, on va prévoir une visite technique au domicile de la personne, suite à laquelle on va transmettre une liste de préconisations et de préconisations avec des conseils notamment sur qu'est-ce que doit respecter mon devis en termes de caractéristiques techniques, à la fois avoir bien le numéro de SIRET et les assurances, mais aussi les résistances thermiques pour les matériaux d'isolation à mettre en place. Ces préconisations sont accompagnées aujourd'hui d'une évaluation énergétique, demain d'un audit énergétique, hein, le changement avec l'arrivée donc de mon accompagnateur Rénov', qui permet aux propriétaires de retrouver l'état initial de son logement, mais aussi les états projetés selon les scénarios de travaux. Donc, une fois que les devis sont retournés à Inari, Inari analyse les devis et revient vers le propriétaire s'il y a besoin d'apporter des modifications sur ceux-ci, suite à laquelle il y a un dépôt de dossier auprès des différents financeurs. À réception des accords de subvention, le propriétaire peut commencer ses travaux.
Avant cela, il y a toujours un plan de financement prévisionnel qui est transmis au propriétaire pour signature, avec le montant notamment de son reste à charge, mais aussi si éventuellement il peut mobiliser un prêt à taux zéro ou un éco-prêt pour venir compléter les financements. Une fois les travaux réalisés, Inari réalise une visite de fin de travaux avec analyse des factures pour s'assurer que les travaux correspondent bien au dossier ayant fait l'objet d'une demande de subvention. Suite à cette visite de fin de travaux et à l'analyse, un plan de financement définitif est réalisé et les demandes de paiement sont transmises à tous les financeurs. Une fois que le propriétaire a perçu toutes ces subventions, le dossier est considéré comme soldé, clôturé. Ce qui va changer avec mon accompagnateur Rénov, c'est qu'au niveau de la dernière phase, il y aura un carnet d'information du logement de transmis au propriétaire et une aide à la réception des travaux qui sera plus poussée qu'aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui, les opérateurs alors, tous les opérateurs n'interviennent pas forcément en visite de fin de travaux déjà, parce que c'est pas une obligation aujourd'hui dans les marchés ANA. Il y a des territoires, des départements où c'est pas obligatoire, donc ça devient obligatoire pour tous. Le carnet d'information du logement devient également obligatoire, ainsi qu'une aide à la réception des travaux, donc qui va se traduire éventuellement par la transmission d'aides type pour réaliser des PV de réception de travaux à la fin de ce. Deux exemples de réalisation, de mobilisation de financement dans le cadre du dispositif. Donc un exemple sur des propriétaires aux revenus très modestes, un couple de personnes âgées. On a une isolation des combles sous rampant et des pignons, une étiquette énergétique avant travaux G avec un saut donc, de 2 étiquettes qui permet d'arriver à E après travaux. On arrive à 16 836 euros de financement pour 21 700 euros de travaux, donc soit un reste à charge de 22%, 23%. Donc un fort taux de subventions mobilisées grâce aux partenaires que sont le département, la région Normandie, les C2E et l'ANA qui est le principal financeur sur ce type de dossier. Deuxième dossier, donc travaux d'économie d'énergie et adaptation de salle de bain. Donc, par certains dossiers, quand cela est nécessaire, on essaye au maximum de contrôler lors des visites que le ménage n'a pas besoin soit d'un type de travaux, soit de l'autre. C'est-à-dire quand on est sollicité pour une adaptation de salle de bain ou un aménagement d'un chemin d'accès, on va toujours regarder la globalité du logement, à voir si éventuellement il y a aussi un besoin en termes de travaux d'économie d'énergie. Et inversement, lorsqu'on est sollicité sur des travaux d'énergie, on portera une attention particulière quand on est notamment chez des personnes âgées sur l'utilisation de leur logement au quotidien et le risque de chute qui peut être présent. Donc, dans ce cadre de ce dossier, on a un montant de travaux de 20 529 euros avec un projet financé à 96%, une étiquette énergétique après travaux en C et avant travaux en E. Et on voit que sur ce dossier, on a aussi pu mobiliser la caisse de retraite et la communauté de communes en particulier. Et vous en arrivez au bout À de la votre, fin. de votre intervention. Merci beaucoup, Tiffany. Avant de passer la parole à Alexandre, je redonnerai bien la main à Amélie Courroyer pour si elle est toujours parmi nous, mais je crois qu'elle a été déconnectée. Ce n'est pas grave. Je passe tout de suite, du coup, la main à notre collègue et partenaire Alexandre Huet pour voilà, nous aider à prendre un peu de hauteur sur ce dispositif et notamment nous présenter France Rénov'. Bonjour à tous, bonjour Emmanuel, merci beaucoup de nous proposer d'intervenir dans ce format des ateliers Petite Ville de demain pour voilà, présenter l'ANA, même si beaucoup de choses ont déjà été présentées par le plateau de Co et Inari, mais peut-être pour revenir et représenter un peu les enjeux d'intervention sur l'habitat privé dans les territoires Petite Ville de demain. Très rapidement, donc pour représenter l'Agence nationale de l'habitat, c'est une agence qui a été créée dans les années 71, donc qui a plus de 50 ans, et qui intervient sur le parc privé de logement. Parc privé de logement qui connaît des enjeux très importants d'amélioration
dans la mesure où plus de la moitié du parc a été construit avant les années 74 et qui est face à des enjeux très importants d'amélioration, que ce soit en matière de rénovation énergétique, que d'amélioration de la situation des ménages dans leur logement, en matière d'habitat indigne, de décence ou d'adaptation au vieillissement. Il est important aussi de mettre en avant que l'agence a une vocation sociale et que près de 40% des ménages qui occupent un logement du parc privé ont des ressources modestes ou très modestes. Donc voilà un peu pour dresser très rapidement le tableau, tout en sachant que dans les territoires petites villes de demain, on est souvent confronté à des enjeux voilà, d'habitat ancien, des enjeux aussi de vacances des logements, ça a été pointé par le plateau de Caux, donc on a vraiment un enjeu d'intervention sur l'habitat privé dans les territoires petites villes de demain. Et donc, voilà, l'objet de ma présentation, c'est de vous présenter donc, le service public de l'amélioration de l'habitat France Rénov', qui a été mis en place en janvier 2022 dans la continuité de la loi Climat et Résilience, qui a été adoptée en août 2021 et qui a positionné l'Agence nationale de l'habitat en matière de pilotage de ce service public qui a pour fonction d'informer, d'orienter et d'accompagner les particuliers pour des travaux d'amélioration et de rénovation énergétique de leur logement du parc privé. Donc concrètement, on l'a vu un peu déjà par les interventions auparavant, ça se traduit par un réseau d'acteurs au quotidien, que sont les conseillers France Rénov', qui sont plus de 2000 aujourd'hui, et qui sont regroupés en sein d'Espace Conseil France Rénov'. Et Inari a très bien présenté justement les missions des Espaces Conseil France Rénov', qui sont présents sur l'ensemble du territoire français, et qui ont cette mission d'information, d'orientation des ménages, donc sur les aides qui existent, sur les travaux qui peuvent être réalisés et comment déposer une demande d'aide. Ce service public repose également sur une plateforme numérique, donc le site francerenov.gouv.fr, et un numéro de téléphone national. L'objectif étant d'avoir un point d'entrée unique pour l'ensemble des ménages qui s'interrogent sur des projets d'amélioration de l'habitat. Voilà, en quelques chiffres, depuis sa mise en place, c'est plus de 6 millions de visiteurs. On a un numéro de téléphone avec plus d'1 million d'appels. Comme j'indiquais, voilà, plus de 2000 conseillers et 770 000 ménages qui ont bénéficié d'un conseil sur des projets de rénovation énergétique. Il est important de préciser, et justement pour compléter un peu les propos du plateau de Caux et de Inari, justement que la construction de ce service public France Rénov', en fait, elle est issue en fait, finalement sur la construction d'un historique de service public qui était déjà les espaces info énergie qui étaient pilotés par l'ADEME et aussi par les opérations programmées de l'ANA, que vous devez très bien connaître, que sont les opérations d'amélioration de l'habitat, les OPA, les programmes d'intérêt généraux, les PIG, comme on les appelle, et qui sont un maillage en fait, d'opérations que l'ANA contractualise avec les collectivités locales et qui permettent justement d'avoir ce cadre d'accompagnement des ménages sur leurs projets de rénovation énergétique. Aujourd'hui, on compte plus de 1000 opérations contractualisées entre l'Agence nationale de l'habitat et des collectivités. Alors plus précisément, mon accompagnateur rénove aussi beaucoup d'étapes, notamment dans le montage d'un dossier ont été présentées par Inari, mais vraiment cet objectif, pour le remettre un peu dans la mise en place du service public, c'est vraiment de proposer un accompagnement sur l'ensemble des ménages, sur le parcours MaPrimeRénov' parcours accompagné, donc qui va pour les ménages catégorie aux ressources modestes, très modestes, intermédiaires et supérieures, et qui doit permettre en fait de proposer un accompagnement de bout en bout dans la réalisation des travaux. L'objectif, c'est déjà d'être un tiers de confiance, donc faciliter le passage à l'acte pour la réalisation de travaux et s'assurer que les travaux qui sont réalisés permettront de répondre au mieux à la situation des logements, parce que chaque situation étant différente au regard de la situation du ménage ou de la situation du logement. Voilà, l'objectif, c'est d'avoir le programme de travaux le plus ambitieux. Et tout ceci revient un peu sur l'historique de l'agence, comme j'indiquais depuis les années 70, où on a ce cadre d'accompagnement qui existait déjà auparavant et qui nous permettait d'avoir des retours très positifs sur les financements de l'ANA en matière d'amélioration de l'habitat. Voilà, donc très rapidement, mais Inari l'a présenté un peu aussi, mais de manière peut-être plus générique. Aujourd'hui, on a 300 opérateurs qui ont été reconnus, enfin plus de 300 à mon accompagnateur rénove.
Inari en fait partie. Et l'objet des missions est de proposer un accompagnement qui soit technique sur les programmes de travaux, social justement pour les ménages, pour s'assurer que l'ensemble des aides sur lesquelles ils peuvent prétendre ont bien été demandées. On voyait bien, il y a des aides de l'ANA, mais il y a des aides du conseil départemental, de la communauté de communes, il y a la valorisation des C2E, comme on dit, un accompagnement administratif, voilà, pour les aides, et un accompagnement financier également. Donc, on a vraiment un accompagnement de bout en bout, voilà, sur l'ensemble des questions sur lesquelles un ménage peut être confronté. Et là, peut-être, voilà, un peu pour donner quelques chiffres un peu au niveau national d'intervention. Au total, en tout cas en 2022, c'est 670 000 logements qui ont bénéficié d'une aide de l'ANA en matière de rénovation énergétique. Et l'objectif qui nous intéresse aussi très particulièrement, c'est les rénovations globales, donc qui ont représenté plus de 65 000 logements, qui ont permis un gain énergétique de plus de 50%. Donc on est vraiment sur, quand on dit ça, en fait, finalement, c'est des programmes de travaux qui comprennent de l'isolation par l'extérieur, de l'isolation des toitures, souvent le changement des menuiseries et souvent le mode de chauffage, voilà, pour avoir un gain énergétique conséquent. Donc c'est vraiment les projets les plus ambitieux qu'on essaye de promouvoir, et que ce soit au niveau national ou au niveau local avec les collectivités et nos opérateurs. Voilà. Et oui, et plus précisément, voilà, sur ces rénovations globales, pour vous donner une idée, on est vraiment sur des aides qui sont principalement à destination des ménages modestes et très modestes, et qui ont représenté donc 800 millions d'euros de subventions et 1,7 milliard d'euros de travaux. Donc c'est vrai que c'est aussi très conséquent aussi localement en matière d'entreprises privées en fait, qui sont mobilisées pour la réalisation des travaux. Et les bénéficiaires étaient principalement des propriétaires occupants, mais aussi près de 5 000 propriétaires bailleurs et 25 000 logements en copropriété. Voici les quelques chiffres que je pouvais vous donner sur les financements de l'ANA. Merci beaucoup, Alexandre. Je m'adresse à toi pour te poser une question. Est-ce que s'engager dans ce dispositif empêche une opération programmée d'amélioration de l'habitat? Est-ce que c'est l'un ou l'autre, ou les deux peuvent tout à fait se cumuler? Alors tout à fait, en fait les deux sont prévus en fait finalement pour s'intégrer, parce que comme j'indiquais, en fait l'ANA c'est un peu son historique, les opérations d'amélioration de l'habitat, les OPA ou les PIG, et le service public France Rénov, c'est le service public national qui a vocation à rassembler en fait l'ensemble de ces dispositifs. Donc une collectivité Petite Ville de Demain qui souhaiterait contractualiser une OPA avec l'ANA peut tout à fait le faire dans le cadre du programme Petite Ville de Demain, et finalement mettre en lumière cette opération d'amélioration de l'habitat via le service public France Rénov. Donc on a vraiment une complétude en fait finalement de l'intervention à la fois du service public de la rénovation de l'habitat et du programme de revitalisation des territoires Petites Villes de Demain. Je pense que c'est un peu l'objet de ce webinaire, et l'intérêt d'avoir un regard croisé à NCT et ANA. Merci beaucoup, Alexandre. Afin de compléter notre regard sur l'appui mobilisable ou l'action que l'on peut faire en matière de rénovation de logement, je vais maintenant laisser la main à Amélie Quillet d'Urban Vitalis, qui nous fait le plaisir de présenter son outil de diagnostic et d'identification des friches, et dont la rénovation pourrait tout à fait, et pourquoi pas, être au bénéfice de création de logements supplémentaires. Amélie, je t'en prie. Absolument. Merci Emmanuel, et bonjour à toutes et bonjour à tous. Donc je m'appelle Amélie Quillet, je suis chargée du déploiement du service public Urban Vitalise, qui est porté à la fois par le CEREMA, par l'ANCT, la Direction générale de l'aménagement du logement et de la nature, la DGALN, par l'EPF des Hauts-de-France aussi, et par la Direction interministérielle du numérique, la DINUM, parce que en plus d'être un service public de conseil aux collectivités, nous sommes aussi un service numérique. On déploie un service numérique qui, normalement, facilite le conseil et permet de retrouver toutes les informations une fois que les acteurs ont conseillé la collectivité. Je vais vous partager mon écran dans un instant pour aller voir du côté du service et comment ça se passe concrètement. Et donc, comme l'introduisait Emmanuel, effectivement, donc Urban Vitalise se concentre sur le conseil aux collectivités dans leurs projets de réhabilitation de fonciers abandonnés, de friches. Et donc, ça
vise effectivement la création de logements. Dans ce cas-là, la rénovation énergétique peut être effectivement un des enjeux parmi d'autres. Ça peut aussi être la maîtrise foncière, la dépollution, l'équilibre économique, etc. pour la rénovation de la friche. Voilà, il y a plein d'autres cas aussi. Nous, on vient conseiller les collectivités sur aussi bien donc sur des questions de logement, mais aussi ça peut être des projets comme une ancienne usine. Nous, ce qu'on entend par friche, c'est aussi, je sais pas moi, des anciens garages ou du patrimoine qui aurait besoin d'être réhabilité, ou même tout sol qui est artificialisé ou pollué. Voilà, qui aurait pour objectif donc une renaturation ou bien création de logement. Et c'est beaucoup la thématique du logement qui revient effectivement dans le projet des collectivités et la rénovation énergétique, bien entendu. En introduction aussi, pour vous dire, c'est des collectivités de, en moyenne, 3500 habitants qui viennent solliciter le service. Et le service permet effectivement aux collectivités de se faire aiguiller par 2 urbanistes qui sont au sein du service et qui travaillent à mes côtés, enfin à nos côtés, à l'ensemble de l'équipe, qui sont internes à l'équipe, et qui sont là vraiment pour aiguiller les collectivités et beaucoup de petites villes de demain d'ailleurs, à travers un premier échange, soit téléphonique, soit en visio, une fois que la collectivité a précisé son besoin. C'est un peu la marche à suivre. Et par la suite, la collectivité reçoit déjà un certain nombre de recommandations, si c'est possible, dans cet échange en visio, cet échange humain. Et ensuite, c'est surtout sur l'outil numérique que ça se passe. Et il y a de nombreux acteurs locaux qui peuvent aussi venir observer les dossiers et aussi les conseiller, participer aux réunions et suivre les nouveaux dossiers qui arrivent sur le territoire. Et je pense notamment aux services déconcentrés de l'État, DDT, DDTM, qui sont très présents sur la plateforme. En général, les collectivités qui viennent solliciter Urban Vitalise le font parce qu'elles ont besoin de faire maturer leur projet afin de prétendre à des financements comme par exemple le Fonds vert, ça peut être aussi d'autres. Nous, on vient vraiment en amont des projets, au tout début. C'est vraiment pour, je dis aiguiller, donc mettre sur les bons rails, et la collectivité arrive, bien sûr, sur les 350 dossiers qu'on a déjà reçus. À chaque fois, c'est des cas assez uniques, mais c'est souvent quand même des questions de financement. À quel financement est-ce qu'on peut prétendre dès lors qu'on a un projet de revitalisation de friche ou de rénovation? Quels sont les acteurs locaux à mobiliser? Et c'est aussi des questions de méthode, en fait. Quelles sont les différentes étapes pour réhabiliter la friche? Et c'est là-dessus que les urbanistes d'Urban Vitalise et les acteurs locaux qui sont sur la plateforme vont pouvoir y répondre. Je vous partage mon écran. Est-ce que vous voyez bien la page d'accueil et ici l'intérieur d'un dossier? C'est bon, je peux jongler entre les deux. Je vous montre comment ça se passe sur l'outil dès lors qu'on est... Bah, alors, pour les services de l'État et les différents conseillers locaux, vous pouvez demander un accès aux différents dossiers de votre territoire par email. Il y a un petit espace là sur la page d'accueil qui vous donnera le bon lien. Pour une collectivité, ça se passe ici. Et ça, c'est vraiment la première étape. C'est une étape assez simple hein, qui permet de renseigner ses coordonnées, le nom du projet, voilà, au moins lui donner un petit nom pour qu'on s'y retrouve, le contexte du projet idéalement, et puis quelques mots sur les motivations pour solliciter le service Urban Vitalise. La demande est envoyée. Et ensuite, notre équipe, donc les urbanistes, reçoivent les urbanistes et les services de l'État qui ont déjà un accès sur l'outil. Il y a à peu près 95% hein, des DDT, des DTM qui ont un accès aujourd'hui. Donc, vous avez beaucoup de chance pour que les DDT voient aussi vos dossiers si toutefois vous les déposez. Voilà, là, on arrive dans l'intérieur d'un dossier. C'est un dossier fictif, je vous le dis. Voilà, avec des noms de villes fictives aussi.
La collectivité, une fois cette première saisine renseignée, là ce que je vous montrais tout à l'heure, ce petit formulaire, vous avez la possibilité de renseigner différents éléments, des détails sur différents aspects de la friche. Aussi bien sur la propriété du site, la nature et la biodiversité, la connaissance du terrain et du bâti, pollution éventuelle, sur le projet aussi, si toutefois projet il y a, l'environnement urbain, etc., etc. Ça vous est présenté comme ceci, c'est une suite de questions où vous pouvez répondre, ajouter des commentaires et aussi ici déjà des premières pistes d'exploration pour trouver les réponses. Cet état des lieux-là, il est assez riche. Pour beaucoup de collectivités, c'est utile de réutiliser toutes ces informations-là par la suite, éventuellement même dans des dossiers de demande de financement. C'est pas un état des lieux qui est obligatoire. Il n'est pas obligatoire de renseigner toutes ces questions. En revanche, ça peut vous être utile aussi pour partager des éléments, déjà avec les urbanistes qui vont vous conseiller, préalablement à l'échange en visio que vous allez avoir avec les urbanistes et aussi pour les conseillers locaux. Voilà, vous allez ensuite avoir ce rendez-vous et il y a un espace de recommandation qui est un autre cœur du service numérique. C'est là où vous allez recevoir des fiches de ce type-là, soit des petits mots comme ça, avec des contacts bien identifiés, soit des fiches un peu plus complètes comme ceci. C'est des fiches qui sont soit créées par les urbanistes chez nous, mais beaucoup glanées sur Aide Territoire notamment, pour faire de la veille sur les différents appels à projets, les différentes aides locales, les aides nationales, les aides européennes aussi si nécessaire, en fonction des projets. Un espace aussi pour échanger ici dans les fiches de recommandation. Voilà, ça peut concerner effectivement les études à faire dans le cadre d'une dépollution des sols ou autre, partage de bons contacts. Voilà. Il y a un espace de conversation qui vous permet en général de ne pas s'éparpiller par mail parce que les projets de réhabilitation de friches, ça dure plusieurs années. Donc des fois, il y a des changements de poste et autres. Donc au moins, là, tout est ici. Donc ça, c'est un espace de conversation entre les membres de la collectivité et l'équipe de suivi. L'équipe de suivi, donc avec les différents acteurs locaux de conseil et les actrices nationales, là, les urbanistes qui travaillent chez nous. Un espace pour partager des fichiers et des liens. Ici, on a un espace qui est dédié aux conseillers, donc en général, les agents de DDT. Ici, ça permet d'échanger seulement entre conseillers. Et l'onglet de présentation qui présente vraiment le contenu du dossier. Voilà. Voilà pour la présentation du service. Si toutefois, j'ai pas été assez complète, n'hésitez pas à poser des questions. Alors, j'ai effectivement une question à te relayer. Est-ce que cet outil peut être mobilisé pour des friches qui ne seraient pas encore dans le domaine public? Alors, nous, les friches qu'on conseille, les dossiers que l'on reçoit, on demande toujours à ce que ce soit la collectivité qui ait repris le dossier ou qui ait un lien avec les collectivités, effectivement. Il peut y avoir des fois des associations ou des particuliers aussi qui nous sollicitent. Nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait un lien qui soit déjà établi avec la collectivité. Mm. Merci beaucoup. Est-ce que Amélie ou Tiffany, vous aviez des compléments d'informations à nous faire part ou Alexandre également? Est-ce que justement, Amélie, j'ai tenté de vous donner la parole, Amélie Courroyer, pardon, je précise, Oui, tenté de vous c'est donner bon. la parole tout à l'heure sur est-ce que vous avez justement mis en place une OPA à ce jour? Non, il n'y a pas eu d'OPA de mise en place pour le moment. Euh, Aujourd'hui, on est très content, enfin, on est satisfait de notre accompagnement qui Et est ça suffit? Inari. Ça Euh, semble suffire ou...
Ou c'est une question, justement, le pas que vous vous posez quand même? Oui, oui, c'est une question qu'on se pose parce que effectivement, je pense qu'une OPA, ce serait pertinent justement pour vraiment avoir beaucoup plus enfin, obtenir plus d'aide, toucher beaucoup plus de logements. Voilà, je pense Hmm, que ce serait pertinent sur notre territoire. d'accord. Après, aujourd'hui, il y a certainement, bon, de la part des élus, une méconnaissance du dispositif, je pense. Et après, c'est aussi le coût de l'investissement d'une OPA. Donc, voilà, mais les questions Hmm. se posent. Je vois qu'Alexandre est toujours parmi nous. Est-ce que Alexandre, tu veux prendre la main pour apporter peut-être des informations complémentaires? Bah, enfin, en tout cas, je comprends tout à fait la question sur le dispositif le plus adéquat pour Mhm. répondre justement à des problématiques rencontrées par une collectivité. Il faut savoir déjà qu'il n'y a pas de bon ou de mauvais dispositif, hein. Vraiment, le plus important, c'est de se reposer sur un diagnostic de son territoire qui va permettre de mettre en avant les besoins d'intervention. C'est vraiment enfin voilà, il n'y a pas de méthode à calquer selon les territoires. Donc il faut vraiment que la collectivité définisse son projet d'intervention et sa stratégie d'intervention, là où elle souhaite et où elle peut intervenir au regard de ses moyens. Après, la question entre un programme d'intérêt général et une OPA, ça va dépendre justement sur les problématiques. Si on souhaite traiter toutes les problématiques à la fois d'habitat indigne, de rénovation énergétique, d'autonomie, on sera en effet sur une opération d'amélioration de l'habitat. Après, voilà, justement, les collectivités ont les services de l'État avec les DDT, Mhm. justement des interlocuteurs et même au côté ANA, voilà, on peut apporter du conseil auprès des collectivités qui souhaiteraient changer de dispositif. Enfin, on est vraiment dans une démarche de contractualisation au regard des besoins des collectivités. Donc, il ne faut pas hésiter à saisir les services de l'État au niveau local pour échanger et voir s'il y a un nouveau dispositif au regard des évolutions, parce que quand même le contexte national évolue, les aides de l'ANA évoluent aussi, donc des fois il peut être opportun de peut-être revoir ou en tout cas s'interroger sur des nouvelles modalités d'intervention. Tout à fait. Et je me permets merci Alexandre, d'élargir le sujet. En gros, pour tout questionnement un peu d'ordre stratégique ou de mobilisation de tel ou tel outil, vous l'avez bien compris, vos référents Petites Villes de demain en préfecture, en direction départementale des territoires ou des DTM sont à votre disposition, voilà, pour vous accompagner au mieux pour faire avancer votre projet et le faire financer. Je vous propose de clore ce temps d'aujourd'hui. Merci beaucoup pour merci beaucoup à l'ensemble des intervenants du jour qui nous ont éclairés sur le sujet. Nous nous revoyons dans une semaine, moins d'une semaine maintenant, le 20 novembre prochain pour pour participer au troisième et dernier rendez-vous Les clés pour agir de la saison thématique dédiée cette fois-ci aux questions outre-mer et aux territoires outre-mer. Merci encore à vous et puis nous nous retrouverons aussi très bientôt pour un dernier rendez-vous que l'on a appelé travaux pratiques qui évoquera les questions d'attractivité d'une petite ville grâce à son offre de logement. Vous retrouverez tout cela, toute cette communication et cette capitalisation sur nos outils habituels. Et je vous dis à très bientôt. Bonne journée à tous.